Il ne parlait pas beaucoup. Il portait toujours la même chemise en flanelle, un vieux jonc un peu râpé et une casquette qui avait perdu sa couleur d'origine depuis longtemps. Sa posture au tir n'avait rien d'impressionnant pour les jeunes, un peu voûtée, tranquille, presque lente. Pourtant, son groupement de balles était toujours impeccable. Les habitués du stand de tir de Mornas, un petit village niché au pied du mont Ventoux, le prenaient pour un simple retraité venu tuer l'ennui avec quelques cartouches. Mais un matin d'automne, un jeune appelé fit une découverte qui changea tout. C'était un caporal en formation pour intégrer les fusiliers marins. Il s'appelait Léo, grand, sec, une cicatrice fraîche au menton et déjà un air sérieux qu'on ne trouve habituellement qu'après quelques années de terrain. Il avait remarqué l'homme, parce que contrairement à tous les autres, il arrivait toujours avant l'ouverture. Le stand ouvrait à 7 heures, mais lui entrait à 6h45, saluant le responsable d'un simple signe de tête avant de signer le registre avec son écriture lente, appliquée. Non, marchand. Jamais de grade, jamais de bonjour bruyant, juste un regard droit. Il prenait ensuite le même chemin chaque semaine, traversant le gravier sans un bruit, pour aller jusqu'à la ligne numéro 9, la plus éloignée, là où on n'entendait plus la radio du comptoir, ni les conversations bruyantes. Ce matin-là, Léo s'installa 2 postes plus loin. Il taquinait ses camarades, riait fort, essayant de cacher la nervosité qui le prenait chaque fois qu'il levait son arme. Mais soudain, un silence tomba. Pas dans le stand, non, dans son propre corps, comme si son cœur s'arrêtait une fraction de seconde. Il venait d'apercevoir le bras de Marchand, relevé pour recharger son chargeur. Un tatouage discret, à moitié effacé par le soleil et le temps, s'étalait sur son avant-bras. Ce n'était pas un dessin banal, pas un dragon, pas une tête de mort. Non, 2 chiffres sobres, accompagnés d'un petit insigne stylisé. Un tatouage qu'on ne choisissait pas, qu'on gagnait. Léo reconnut immédiatement l'emblème. C'était celui du 1er commando marine, à Lorient. Il sentit sa gorge se serrer. Il attendit que l'homme finisse sa série de tirs, puis s'approcha, le cœur battant. « Excusez-moi, monsieur, ce tatouage, c'est bien le 1er commando ?» demanda-t-il, la voix plus fragile qu'il ne l'aurait voulu. Marchand ne répondit pas tout de suite. Il vida son chargeur calmement, posa son arme sur la table, puis leva les yeux vers Léo. Son regard n'était pas dur, juste très loin. « Une fois, oui, » répondit-il simplement. Puis il baissa de nouveau les yeux sur son pistolet, comme si la conversation était close. Mais pour Léo, ces 3 mots pesaient des tonnes. Il s'était logé quelque part entre son estomac et sa gorge, lourd comme du plomb, impossible à avaler. Il retourna à son pas de tir, l'arme à la main, mais incapable de se concentrer. Ses gestes manquaient de leur précision habituelle. Son souffle était trop court, son épaule trop tendue. Il s'y reprit à 3 fois avant d'aligner correctement ses organes de visée, parce qu'il avait vu quelque chose qui ne cessait de le hanter. Ce n'était pas juste un bon tireur qu'il avait observé. C'était une discipline, une gravité qu'il n'avait rencontrée jusque-là que chez ses instructeurs les plus chevronnés, ceux dont les veines semblaient faites de cordage et les nerfs d'acier. Jamais chez un civil, encore moins chez un type comme Marchand, qui se fondait si bien dans la foule avec ses vieilles vestes et son visage taillé à la serpe. Alors il continuait de jeter des coups d'œil, comme s'il craignait que le vieil homme disparaisse sous ses yeux, qu'il n'ait été qu'un mirage. Marchand, lui, tirait sans se presser. 3 balles, puis une pause. 2 balles, une autre pause. Ses impacts se serraient dans le centre comme s'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Pas un mouvement superflu, pas une respiration gaspillée. Quand il rechargeait, c'était fluide, presque trop silencieux, au point qu'on entendait à peine le claquement du chargeur. On aurait dit qu'il comptait chaque balle comme on compte une prière. Plus tard, Léo revint vers lui. « Monsieur, si c'est pas indiscret, vous avez servi où ?» Marchand resta un moment immobile, puis il rangea son chiffon, verrouilla la glissière et regarda Léo droit dans les yeux. 66 à 64, Asie du Sud-Est, Laos, d'autres coins. Sa voix ne tremblait pas, elle n'était pas orgueilleuse non plus. Elle énonçait juste un fait. Léo eut un petit frisson. C'était exactement ce qu'il soupçonnait. Ce tatouage n'était pas sorti d'un salon à Marseille ou à Paris. C'était un tatouage de mission, d'époque,
Le genre qu'on portait encore 40 ans plus tard parce qu'il s'était incrusté plus profondément que la peau. La nouvelle se répandit parmi les jeunes. Ceux qui riaient un peu fort baissèrent d'un ton. Les regards changèrent. On observait maintenant la ligne 9 avec une forme de respect silencieux. Personne ne se moquait plus du vieux qui venait user son stock de cartouches. La semaine suivante, ils étaient 3 jeunes à venir saluer discrètement Marchand. Pas des fans, pas des curieux, juste des hommes qui savaient reconnaître la valeur là où elle se tenait, humble, modeste, solide. Marchand ne leur parla pas plus. Il répondit à leur signe de tête par un mince mouvement du sien, puis continua ses tirs, toujours mesurés, toujours d'une régularité qui laissait songeur. Un matin, Léo vint avec une boîte neuve de 45, une belle boîte qu'il avait achetée exprès. Il la tendit à Marchand sans un mot. Le vieil homme la regarda longuement, puis releva les yeux. Il ne dit rien, mais son hochement de tête fut plus lourd qu'un discours. Il accepta les cartouches, les plaça dans son sac avec un soin presque cérémonieux. Puis, il retourna à son poste. À la fin, il laissa la boîte vide sur le banc, bien fermée, bien alignée, comme un petit monument muet. Le stand commençait à comprendre. On ne venait pas seulement pour améliorer son tir, on venait parce qu'ici flottait une mémoire vivante. Marchand incarnait quelque chose qui se perdait, une rigueur tranquille, un silence qui parlait plus fort que toutes les fanfares. Quand il passait devant les autres, même les plus jeunes s'écartaient légèrement. Non pas qu'ils aient peur. Ils savaient juste qu'il y a des hommes qu'on laisse passer, par simple reconnaissance. Les mois défilèrent. Chaque semaine, même camion fatigué, même arrêt précis sur le gravier, même signature sur le registre. Marchand portait toujours la même casquette usée, la même chemise de flanelle beige roulée sur ses avant-bras. Il prenait toujours le même temps pour préparer sa cible, pour vérifier le vent, pour positionner ses pieds. Son sac de tir ne contenait jamais plus que l'essentiel. Un étui, une boîte de cartouches, un vieux thermos cabossé. Et son regard balayait toujours le pas de tir, non pas à la recherche d'un danger, mais comme pour prendre la mesure du silence. Puis un jour, il ne vint pas. On attendit, incrédule, le cœur un peu serré, mais la raison cherchant encore des excuses. Peut-être une panne, peut-être un contretemps. Après tout, ça arrivait. Alors on revint le lendemain, puis le surlendemain, sans trop oser se le dire. Léo, lui, passa la semaine entière à guetter la vieille camionnette bringue-ballante, celle dont le pot d'échappement fumait toujours trop. Il la connaissait par cœur, cette carcasse cabossée, au point d'en reconnaître le moteur de loin. Chaque fois qu'un véhicule approchait, son ventre se nouait, l'espoir bondissait, puis retombait lourdement. Rien. Pas l'ombre d'un rétro rouillé, pas même la rumeur d'un vieux diesel. 10 jours passèrent ainsi, et la nervosité céda la place à une inquiétude plus profonde, sourde, presque honteuse, parce qu'aucun de ces hommes ne savait vraiment comment mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Finalement, Léo se décida. Il prit son courage à 2 mains et alla trouver le responsable du stand, un type un peu bourru, toujours derrière son comptoir de bois où s'alignaient des boîtes de cartouches et des gobelets de café trop sucrés. « T'aurais pas eu des nouvelles de Marchand ?» demanda-t-il, la voix plus fragile qu'il ne l'aurait voulu. L'autre le fixa un instant. Le regard se radoucit. Il secoua lentement la tête, avec ce soupir embarrassé qui en disait long. Puis, sans un mot, il fouilla dans la poche de son gilet et en sortit un petit papier froissé, jauni, taché de café. Il le posa délicatement sur le comptoir, comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. « Trouvez-la, sur le comptoir avant hier matin. C'est pour toi, je crois. » Léo prit le billet du bout des doigts, presque avec crainte. Il le déplia lentement, découvrant ses lettres penchées solides, comme taillées au couteau, cette écriture ferme d'un autre siècle. Les mots semblèrent résonner directement dans sa poitrine. « Je vous ai jamais raconté mes guerres parce que je les porte encore. Merci pour le silence. Tirez droit. Marchand. » Il relut 3 fois avant de lever les yeux. Il avait la gorge nouée. Il retourna au pas de tir, ligne 9, seul. Il posa la note sur la tablette en bois, chargea son arme et tira 30 balles lentes, bien groupées, comme Marchand. Pas pour s'entraîner, pas pour battre un record, pour honorer. À la fin, il laissa son chargeur vide à côté de la note, puis repartit sans rien dire.
Quelques jours plus tard, le propriétaire du stand fit fixer discrètement une petite plaque sur le pilier à côté de la ligne 9. Réservé, jusqu'à nouvel ordre. Pas de cérémonie, pas de discours. Juste quelques habitués qui vinrent poser la main sur le bois un instant, avant de s'en aller. Les années passèrent. Chaque 14 novembre, à la date approximative où Marchand avait cessé de venir, ils étaient une poignée à revenir. Toujours les mêmes, ou presque. Des visages plus burinés, des épaules un peu plus voûtées, mais des regards encore habités par le même feu silencieux. Ils arrivaient par petits groupes, parfois seuls, comme s'ils se sentaient obligés d'entretenir un pacte invisible. Ils déposaient une cartouche vide sur le banc, puis repartaient. Sans un mot. Pas même un hochement de tête, parce qu'ils savaient que tout avait déjà été dit, autrefois, dans les regards, dans la poussière du chemin, dans la peur partagée et la fraternité née des nuits sans sommeil. Certains restaient quelques secondes de plus, le temps de poser la main sur la pierre froide, devenue lisse à force d'être touchée. D'autres se contentaient de la frôler du bout des doigts, comme s'ils redoutaient de troubler le silence. Il y avait dans ces gestes une solennité désarmante, une façon pudique de dire « je me souviens », sans le prononcer à voix haute. Parce qu'ici, les mots étaient trop lourds, trop maladroits. Un jour, Léo revint avec son fils, un gamin de 12 ans aux yeux encore pleins de naïveté, dont les baskets neuves faisaient tache sur le vieux sentier. Le gamin avançait d'un pas timide, conscient qu'il entrait dans un territoire sacré sans vraiment en saisir les contours. Léo posa la main sur son épaule, l'attira contre lui et lui montra la dalle. « C'est ici qu'on apprend le silence, mon grand. » Sa voix n'était qu'un souffle, mais elle portait un poids que l'enfant sentit sans pouvoir le définir. Alors le garçon hocha la tête, sans poser de questions. Parce qu'il avait compris, du haut de ses 12 ans, qu'il y avait des vérités qui n'avaient pas besoin d'explication. Les vraies leçons ne s'écrivent pas. Elles se vivent, elles se portent, elles se taisent. Dans ce hochement de tête, il y avait déjà un peu de cette gravité qui marque les hommes quand ils comprennent ce qu'est la perte, le courage, l'honneur. Et c'est ainsi qu'un vieux commando, sans médaille, sans discours, avait transmis plus que 1000 discours ne l'auraient jamais fait.